Nous avons enfin découvert la méthode exacte utilisée par les anciens Égyptiens pour tailler le granit, mettant ainsi fin aux théories et conjectures qui circulaient parmi les égyptologues depuis un siècle. La preuve définitive n'a pas été apportée par un laboratoire d'archéologie, mais par un microscope électronique à balayage dans un centre de recherche en tribologie. Là, le docteur Massoud Karb, un spécialiste des matériaux sans expérience préalable en égyptologie, a analysé la surface d'un bloc de granit vieux de 4000 ans et y a fait une découverte inattendue, du corindon. Ce minéral, essentiellement de l'oxyde d'aluminium, est le même que celui qui forme les rubis et les saphirs. Sa dureté est de 9 sur l'échelle de Mohs, surpassée seulement par celle du diamant. Parce qu'il se classe juste en dessous du diamant, en haut de l'échelle de résistance, l'oxyde d'aluminium est encore largement utilisé aujourd'hui dans la fabrication d'outils extrêmement durables et efficaces pour la découpe de matériaux durs. Le minéral était profondément incrusté dans d'anciennes marques de taille, déjouant les prévisions des égyptologues qui s'attendaient à ne trouver que du sable et des résidus de cuivre. Cette découverte unique a balayé des décennies de scepticisme académique, apportant la preuve d'un mystère resté entier. Si les pyramides en calcaire sont bien connues, le véritable défi pour les ingénieurs et les tailleurs de pierre réside dans le granit. Avec une dureté comprise entre 6 et 7 sur l'échelle de Mohs et composé de minéraux très résistants tels que le quartz, le feldspath et le mica, le granit est si difficile à travailler que, même avec la technologie actuelle des outils à pointe diamantée, le processus demeure lent et complexe. Malgré l'extrême résistance du matériau, les anciens Égyptiens le travaillaient avec une aisance impressionnante, presque comme s'il s'agissait d'argile. Un exemple remarquable en est la chambre du roi, à l'intérieur de la Grande Pyramide, entièrement composée de blocs de granit pesant plus de 70 tonnes. Dans le temple de la vallée, à Gizeh, les immenses blocs de granit s'emboîtent si parfaitement qu'il est impossible d'y glisser une lame de rasoir. De plus, les statues sculptées dans des blocs uniques présentent des détails si raffinés qu'ils suggèrent l'utilisation de machines, tandis que des échantillons prélevés lors de forages sur des sites archéologiques révèlent des rainures en spirale dans la pierre massive, indiquant des vitesses de forage qui laissent les ingénieurs modernes perplexes et sans explication. Chris Dunn, ingénieur fort de plus de 40 ans d'expérience dans l'usinage de précision, a examiné personnellement des artefacts en granit provenant de l'Égypte antique. Sa réaction fut viscérale. Il déclara que les tolérances qu'il observait, des surfaces planes présentant des variations de seulement quelques millièmes de pouce sur plusieurs mètres, des trous parfaitement circulaires sur toute leur profondeur, étaient non seulement impressionnantes, mais dignes d'une production industrielle. Il a affirmé avoir passé toute sa carrière entouré de machines à commande numérique et de composants de haute précision, et que les prouesses des anciens Égyptiens dans le travail du granit égalaient, voire surpassaient, les normes de fabrication moderne. Non pas approximativement, ni grossièrement, mais avec une précision absolue. Alors, quelle était l'explication officielle? Des scies en cuivre avec du sable comme abrasif, des marteaux en dolérite et beaucoup de patience. Voici le problème. Le cuivre a une dureté comprise entre 2,5 et 3 sur l'échelle de Mohs. Le quartz présent dans le granit a une dureté de 7. Lorsqu'on essaie de couper un matériau plus dur avec un matériau plus tendre, même avec des abrasifs, l'outil s'use avant que la pierre ne cède. Dennis Stokes, de l'Université de Manchester, a passé des années à tester des outils en cuivre usinés avec du sable sur du granit dans des conditions contrôlées. La progression était mesurée en fractions de millimètres par heure. Le cuivre s'usait rapidement. Les entailles étaient irrégulières et rugueuses, sans aucun rapport avec les surfaces d'origine. Stokes lui-même a admis que les expériences soulevaient plus de questions que de réponses. Les marteaux en dolérite fonctionnent, mais à une vitesse exaspérante. Façonner ne serait-ce qu'une petite surface de granit par percussion exige des centaines d'heures. À l'échelle de la chambre du roi,
Il faudrait des millions d'heures de travail rien que pour le granit. Et aucune de ces méthodes ne tient compte de la précision requise. Des surfaces planes aux variations minimales, des trous parfaitement circulaires sur toute leur profondeur, des coupes droites et parallèles sur plusieurs mètres. Ceci est impossible à obtenir avec des pierres et des métaux tendres. Pendant 40 ans, Graham Hancock a répété la même chose. Les preuves matérielles ne correspondent pas à l'explication conventionnelle. Il manque quelque chose. Et l'archéologie traditionnelle a toujours répondu de la même manière. Hancock n'a aucune formation. Ses théories sont marginales. Ses questions ne méritent pas de réponse. Ignorez-le. Jusqu'à ce qu'il trouve ce qui manquait. Et ce qu'il a trouvé ensuite explique pourquoi vous avez cliqué sur cette vidéo. La découverte. C'est là que les choses deviennent encore plus impressionnantes. En 2022, Hancock s'est associé au Dr Massoud Karb, spécialiste en tribologie, l'étude du frottement, de l'usure et de la lubrification dans un institut de recherche de premier plan. Le Dr Karb ne s'intéressait pas au débat sur l'Égypte antique. C'était un scientifique rigoureux, confronté à un problème complexe. Ils obtinrent l'autorisation d'examiner des artefacts égyptiens, en granit, à l'aide de la microscopie électronique à balayage et de la spectroscopie des rayons X à dispersion d'énergie. Instruments capables de révéler des surfaces à des niveaux moléculaires invisibles à tout microscope optique. Le docteur Karb a entamé son analyse en s'attendant à trouver exactement ce que les égyptologues avaient toujours décrit: des particules de sable, des résidus de cuivre, la signature chimique d'une abrasion brutale qui avait dominé le récit pendant plus d'un siècle. Mais ce n'est pas ce qu'il a trouvé. Les traces d'usure étaient anormales, les rayures ne correspondaient pas au sable. Et lorsqu'il a isolé ce qui était réellement incrusté dans les sillons vieux de 4000 ans, il a quitté le microscope et a appelé Hancock au laboratoire. Corindon. Dureté. 9 sur l'échelle de Mohs. Plus dur que tout matériau courant de la géologie naturelle d'Égypte. L'industrie moderne utilise quotidiennement du corindon synthétique pour usiner les matériaux les plus résistants connus en ingénierie. Et le voilà, parmi les découpes faites avant même que Rome n'existe. Mais voici le détail crucial. Le corindon ne se trouve pas à l'état naturel en Égypte sous des formes exploitables industriellement. Les gisements les plus proches se situent dans des régions avec lesquelles l'Égypte antique entretenait des relations commerciales. Mais la reconnaissance des propriétés du corindon et son incorporation délibérée dans des mélanges abrasifs ne sont pas le fruit du hasard. Le docteur Karb était catégorique. Il a expliqué que l'utilisation efficace du corindon exige une connaissance approfondie de la dureté des minéraux. Une expérimentation systématique est nécessaire. Il faut le broyer en particules de taille spécifique. Il ne s'agissait pas d'improvisation, mais de science des matériaux. Si vous nous avez suivis jusqu'ici et que cela remet en question tout ce que vous pensiez savoir sur le monde antique, abonnez-vous à la chaîne. Nous explorons des histoires comme celle-ci, qui contredisent le récit officiel grâce à des preuves concrètes. Les conséquences furent immédiates. Si les anciens Égyptiens se procuraient délibérément du corindon auprès de partenaires commerciaux lointains, le transformaient en particules calibrées et le mélangeaient à des composés abrasifs, alors ils maîtrisaient la science des matériaux à un niveau que l'égyptologie traditionnelle n'avait jamais envisagé. Mais une découverte microscopique constitue un indice, pas une preuve. Hancock le savait, et elle savait ce qu'elle devait faire ensuite. Il lui fallait reproduire le processus, les expériences. Début 2023, Hancock organisa des tests contrôlés dans un atelier, avec des blocs de granit, des outils en cuivre et 3 types d'abrasifs différents. Il réunit des tailleurs de pierre et des spécialistes des matériaux travaillant côte à côte. Du sable, selon la théorie classique. De la poudre de quartz, légèrement plus dure, utilisée en Égypte antique. Et un mélange abrasif à base de corindon, selon la nouvelle hypothèse. Et attention, les résultats sont sans appel. Cuivre avec du sable.
un demi-millimètre par heure, extrêmement lent. Usure importante du cuivre, surface irrégulière. Cuivre mélangé à du quartz, environ 0,8 mm par heure. Un peu mieux, mais encore loin de la précision d'antan. Ils sont ensuite passés à un mélange de corindon et de quartz, plus de 3 mm par heure, 6 fois plus rapide que le sable. Les outils en cuivre ont duré bien plus longtemps. Les coupes étaient nettes, précises et sans bavure. Et le perçage, c'est ce qui a stupéfié tout le monde. On obtenait des échantillons avec des rainures en spirale identiques à celles des carottes de forage de l'Égypte antique. Ces mêmes rainures qui ont déconcerté les ingénieurs pendant des décennies. Ces mêmes rainures que la théorie du cuivre et du sable n'a jamais réussi à reproduire. Là, sur l'établi, fraîchement taillé dans du granit moderne, selon des méthodes ancestrales. Nick Giza, tailleur de pierre expérimenté fort de plusieurs décennies d'expérience dans le travail du granit, a décrit ce moment. Il a expliqué que tout avait basculé. Le cuivre a cessé de résister au granit et a commencé à guider l'abrasif. La coupe devint nette, la vitesse augmenta et l'usure des outils diminua considérablement. Il déclara que, pour la première fois de sa carrière, en observant dans cet atelier des méthodes ancestrales appliquées à la pierre moderne, il avait pu constater comment les anciens s'y prenaient réellement. Mais ce n'est pas le plus impressionnant. Les expériences révélèrent que le mélange abrasif à base de corindon exigeait un véritable savoir-faire. Le mélange devait avoir une consistance précise. Trop liquide, il perdrait en pouvoir de coupe. Trop épais, il boucherait la rainure. La pression devait être uniforme et la température contrôlée. Chaque variable comptait. Cela exigeait des artisans hautement qualifiés qui connaissaient parfaitement leurs matériaux. Des personnes qui avaient perfectionné leur technique au fil des générations, transmettant leur savoir de maître à apprenti. Exactement le type de main-d'œuvre qualifiée que l'on attend d'une civilisation qui a bâti les pyramides. 3 preuves indépendantes, analyse microscopique, réplication expérimentale et données de science des matériaux, convergeaient toutes vers la même conclusion. Mais Hancock savait ce qui allait suivre. Il avait déjà vécu une situation similaire, et la suite des événements prouva que le principal obstacle à la compréhension de l'Égypte antique n'était pas le manque de preuves. Ce sont ceux qui refusent de les examiner. Les gardiens du temple. Hancock a présenté ses conclusions lors d'une conférence sur les sciences des matériaux fin 2023. Pas une conférence d'archéologie, mais devant une salle remplie d'ingénieurs, de physiciens et de spécialistes des matériaux qui évaluent les preuves sur le fond. La réaction a été globalement positive. Le docteur James Harrell, qui étudie l'extraction de la pierre dans l'Égypte antique depuis des décennies, a constaté que les mélanges abrasifs se conservent mal dans les vestiges archéologiques. Les traces de corindon incrustées dans les surfaces de coupe constituent peut-être la meilleure preuve matérielle que nous pourrons jamais recueillir. C'est là que les choses se compliquent. Lorsque les résultats ont été présentés à la communauté égyptologique, les réactions ont été partagées. Certains archéologues ont reconnu la plausibilité de l'hypothèse et ont soulevé des questions légitimes. Quelle quantité de corindon serait nécessaire? Existe-t-il des preuves de commerce de ce minéral durant les dynasties concernées? Ces traces pourraient-elles provenir d'une contamination ultérieure? La rigueur scientifique exige de se poser ces questions. Mais une part importante du monde universitaire n'a même pas analysé les données scientifiques. Elle s'est concentrée sur le nom. Graham Hancock, l'outsider, l'auteur de l'empreinte digitale, de Le lait Dieu, celui qu'ils ont traité de pseudo-scientifique pendant 40 ans. Leur position était claire et directe. L'implication de Hancock invalide les conclusions, indépendamment de leur valeur scientifique. Les données n'avaient aucune importance. La réplication n'avait aucune importance. Le nom figurant dans l'étude suffisait à la disqualifier. Hancock a abordé ce sujet lors d'une interview en 2024. Il a déclaré que des égyptologues affirmaient que même s'il avait raison concernant le corindon, il n'était pas légitime de l'affirmer.
Son manque de formation académique le disqualifiait, même lorsqu'il travaillait aux côtés de scientifiques reconnus disposant de données reproductibles. Il a ajouté que la vérité n'avait jamais été le problème, mais toujours une question de contrôle. Et cette réaction révélait quelque chose de plus profond que la simple présence de minéraux. La résistance n'a jamais été fondée sur des preuves. Il s'agissait d'autorité, de savoir qui a le droit de réécrire l'histoire de la civilisation humaine. Mais les preuves sont indifférentes aux qualifications. Et l'hypothèse du corindon gagne du terrain là où ça compte vraiment, auprès des ingénieurs, des spécialistes des matériaux et d'un nombre croissant d'archéologues prêts à examiner les données, indépendamment de qui les a présentées. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Soyons clairs, la découverte du corindon ne confirme pas toutes les hypothèses avancées par Hancock. Ces théories plus générales sur les civilisations disparues restent sujettes à débat. Mais, sur ce point précis, comment les anciens Égyptiens taillaient le granit avec une précision qui impressionne même les ingénieurs modernes, les preuves étayent l'hypothèse qu'il a soulevée. Voici le point essentiel. S'ils ont délibérément utilisé des mélanges abrasifs à base de corindon, cela bouleverse complètement leur profil technologique. Leur compréhension de la dureté des minéraux dépassait de loin ce que les égyptologues avaient imaginé. Ils entretenaient des réseaux commerciaux à longue distance pour se procurer des matières premières industrielles qui n'étaient pas disponibles dans la vallée du Nil. Ils ont mis au point des techniques de traitement, broyant le corindon à des tailles de particules idéales et préparant des mélanges d'une consistance précise. Un domaine qui relève clairement de la science des matériaux. Ils n'étaient pas primitifs, ils étaient brillants et ils attendaient depuis 4000 ans que quelqu'un les remarque. La découverte du corindon soulève une question qui devrait tourmenter tout archéologue. Si nous laissons passer cette découverte, toute une technologie abrasive sous nos yeux, présente sur des surfaces examinées par des milliers de chercheurs, qu'avons-nous manqué d'autre? Combien de techniques anciennes ont été rejetées comme impossibles simplement parce que personne n'a utilisé les outils adéquats pour les étudier? Dans un laboratoire de tribologie, le docteur Massoud Karb a examiné l'image microscopique d'une coupe réalisée dans du granit il y a plus de 4000 ans et a vu du corindon là où personne n'en avait jamais cherché auparavant. Lors d'un atelier, Nick Giza a démontré qu'une lame de cuivre associée à un mélange de corindon permettait de couper le granit rapidement et avec précision, reproduisant ainsi les pratiques vraisemblables de l'époque des pyramides. Graham Hancock, après avoir été discrédité et ridiculisé pendant 4 décennies par des institutions universitaires qui ignoraient ces questions, a finalement présenté une preuve physique irréfutable. Grâce à la science des matériaux et à la réplication expérimentale validée par des experts indépendants, il a été confirmé que les anciens Égyptiens utilisaient des abrasifs à base de corindon. Cette découverte révèle une technologie sophistiquée qui exigeait une expertise en minéralogie, des réseaux commerciaux pour l'acquisition de ressources rares et des techniques perfectionnées au fil des générations. Loin d'être limités, ces peuples se sont révélés maîtres de leur environnement. Si Hancock avait raison sur ce point, après 40 ans de déni académique, cela soulève des questions quant à d'autres faits historiques qui pourraient être mal interprétés. La présence de corindon dans le granit bouleverse notre vision du passé et laisse présager de nouveaux mystères encore à élucider.